Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2026. Je dis la dernière, ça aurait pu être en effet mes cadeaux de Noël plus anniversaire. Sauf que au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas reçu tous mes cadeaux de Noël. Mais ça sera dans ce cas-là la première vidéo de 2026, pardon. Mais vu et pour les lectures, elle sera également publiée début janvier 2026 parce que au moment où je tourne cette vidéo, 2025 n'est pas terminé et qui vous dit que j'arrive pas à finir un livre entre temps. Tel est un peu le but de bien prévoir. Donc aujourd'hui je viens vous faire la vidéo des films que je suis allée voir au cinéma durant l'année 2025. Le dernier film que j'ai vu date de mardi. On est dimanche au moment où je vous tourne cette vidéo. Et donc je suis à jour, on va dire, je peux me permettre de faire cette vidéo là pour, on va dire, un peu clôturer 2025 pardon. J'ai évidemment avec moi sous la main mon bullet journal de 2025 parce qu'évidemment j'ai ma double page, ma page sur les films que je suis allée voir en 2025. Je vais vous faire un petit résumé comme j'ai fait pour la vidéo des films que j'ai vus en 2024. Je dis pas que c'est une vidéo qui a grandement marché, mais je me suis dit, même pour moi, ça peut être bien de faire un petit récap et vous dire, bah oui, moi je fais pas que lire, j'adore aller une fois par mois au cinéma. Et c'est un peu sympa comme petit récap aussi. Alors le premier film que je suis allée voir en 2025, c'est le film Wolfman. Dans ce film, oui pardon, je vais avant suivre, n'importe quoi. Dans ce film, on va suivre Blake qui est père de famille. Il travaille pas de mémoire. Alors je dis que le film date de janvier, c'est il y a 12 mois. Il se peut qu'il y ait des trucs que j'ai oubliés. Donc Blake en fait, il est père de famille, il travaille pas de mémoire à ce moment-là. Sa femme travaille en tant que journaliste. Ils ont une fille avec qui il est très fusionnel. Et il apprend par notaire qu'il hérite de la maison de son père dans l'Oregon, en plein milieu d'une forêt. En fait, son père a disparu quelques années auparavant. Et donc, je pense que c'est le cas aux US, hein, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour la France. Dans ces cas-là, vu que ça fait très longtemps, plusieurs années, que le père de Blake a disparu, la maison lui revient... tout simplement. Donc, évidemment, il profite pour que sa femme Charlotte et leur fille Ginger puissent y aller. On profite un peu et en arrivant là-bas, ils se font tout ça purement et simplement par attaquer par une créature. Ils savent pas vraiment ce que c'est. Donc évidemment, ils vont réussir à se réfugier dans la maison notamment quand dit Blake, la maison de son père, tout en échappant à la créature. Tout ça ne va pas être de tout repos. Alors évidemment le film est catégorisé comme horreur. Faut savoir une chose, c'est que ça fait bien longtemps que les films d'horreur ne me font plus grand chose. Voilà, c'est très rare que j'ai vraiment un gros sursaut de peur. Parce que la majorité des trucs, malheureusement on les prévoit. Il y a qu'une fois où j'ai un léger sursaut là pour le coup. Parce qu'il y a un truc qui est apparu, je l'avais mal calculé. Mais voilà, c'était sympa comme film. Et j'ai bien aimé que le film démarre sur une certaine scène et se clôture sur la même scène mais avec des années d'écart. Mais voilà, c'était sympathique pour démarrer l'année, je crois, parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'a intéressé à ce moment-là. En février, je suis allée voir Captain America Brave New World. Alors on est vraiment dans l'univers Marvel. On est quelques années après les événements d'Endgame. Alors je vais vous lire le résumé, parce que je pense que c'est beaucoup plus simple pour vous l'expliquer, parce que quand on n'est pas familier avec l'univers Marvel, ça peut paraître un peu confusion. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international dans une lutte acharnée contre la montre et se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Alors, évidemment, je pense que c'est compliqué de voir le film à lui seul sans avoir vu les précédents films de la licence Marvel, notamment tout ce qui est les Avengers, etc. Mais c'est devenu un univers tellement complexe et tellement de films sur les héros que des fois, tous les relire, ça devient très compliqué. J'ai quand même passé un très bon moment, sachez-le. C'était super, franchement top. En mars, je suis allée voir Les Baudins par en vrai. C'est un truc vraiment français, je crois que c'est même le premier. C'est pas le. Si, je crois que c'est même d'ailleurs le seul film français de cette année. En fait, on va suivre les Baudins qui, dans leur commune, va y avoir une grosse usine qui va arriver. Voilà, le village part en déclin évidemment. Et il y a vraiment ce truc de. Il va y avoir une grosse usine qui va arriver de produits laitiers.
Maria, sauf Christian, surtout Maria, est totalement contre. C'est la seule qui est contre d'ailleurs dans le village. Elle embarque son fils là-dedans. Mais parce que Maria, elle a fait son fromage de chef toute seule. Hein, donc évidemment, avoir cette usine-là à côté, moyen. Jusqu'au jour où ils vont justement, elle et son fils, au centre d'agriculture et essayer de tout simplement faire en sorte de montrer que oui, ils sont pauvres, mais ils le sont pas tellement. Sauf que ils vont prendre Marie-Christian, l'un des personnes qui travaillent pour le groupe. Ils vont l'emmener faire la fête et tout, et ils se retrouvent au Maroc. Voilà, et en fait, Marie et Christian vont essayer de tout faire pour retourner dans le village et faire en sorte que cette histoire d'usine n'ait pas lieu, tout simplement. Le résumé peut être paraître bancal, mais parce que c'est très dur de parler de ce genre de film sans trop en dire. Mais c'est vraiment. Je trouve que c'est un domaine qui est d'actualité parce que ce truc de. Aujourd'hui, les petits villages, en effet, meurent, on va pas se mentir, il manque de commerce et tout. Mais ce truc de. Bah oui, il y a une usine qui va arriver pour redynamiser le village, évidemment, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Parce que tu détruis un peu ces petits villages, etc. Donc vraiment, c'était vraiment sympathique. On va voir, c'est assez drôle. Alors évidemment, c'est un humour qui convient pas à tout le monde, j'en ai pleinement conscience. Mais c'est sympathique quand même à regarder. En avril, je suis allée voir Until Dawn, La mort en face. Donc il a pareil, je crois que c'est un film catégorisé horreur. Qui est basé pour le coup sur les jeux du même nom. Je me rappelle que Squeezie avait fait un let's play sur Until Dawn aussi de mémoire. Non, c'est pas de mémoire, il en a fait un, lequel je ne sais plus. Mais c'est basé évidemment, ce film-là est basé sur l'univers. Je vais quand même vous le résumer parce que c'est très dur à résumer. Un an après la disparition de sa sœur Mélanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée reculée où elle a disparu pour chercher des réponses. Alors qu'elle inspectait une auberge de jeunesse abandonnée, ils se retrouvent traqués par un tueur masqué et horriblement assassinés un par un, mais se révèlent ensuite et se retrouvent au début de la même soirée. Piégés dans la vallée, ils sont forcés de revivre ce cauchemar encore et encore, mais à chaque fois la menace du tueur est différente et chaque version est plus terrifiante que la précédente. Alors que l'espoir s'amenuise, le groupe comprend qu'ils n'ont qu'un nombre limité de vie et que leur seule chance de sortir est de survivre jusqu'à l'eau. Alors, je me rappelle plus trop du let's play qu'avait fait Squeezie, mais je me rappelle quand même certains éléments. Et mon frère, qui connaissait un petit peu mieux cet univers-là, m'a pas mal guidé aussi pour, lors du visionnage du film, et de mieux comprendre. Qu'on aime Until Dawn, ou qu'on connaisse les jeux ou pas du tout, je trouvais l'atmosphère bien mise en place et on se dit, on est avec eux, on y a, n'oubliez pas, il faut pas faire ceci parce que sinon vous passez l'arme à gauche, machin. On est avec eux en mode, est-ce qu'ils vont vraiment sortir? On est vraiment en mode, est-ce qu'ils vont tous s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir? Donc c'était vachement hyper top. Et le fait que ça démarre du fait que l'une des proches de ce groupe est disparue là avant et qui veut comprendre. Donc finalement tu comprends et en fait on comprend au fur et à mesure du film. En mai, je suis allée voir le live action Lilo et Stitch. Alors ça va pas être le seul live action dont je vais vous parler. Il y en a un juste après. Donc évidemment tout le monde connaît Lilo et Stitch, hein, bien sûr, cette créature qui a été extraterrestre qui atterrit sur l'archipel d'Hawaï, qui est recueillie par Lilo. Une petite fille qui vit avec sa grande sœur Nani depuis que leurs parents les ont quittés. Enfin, on se comprend. Évidemment, leur vie est chamboulée par tout ça. Stitch est évidemment poursuivi par ses créateurs et tout. Son créateur. Alors là, pour le coup, sur live action, je peux comprendre qu'il y a eu certains trucs qui dérangeaient. Je pensais notamment à Pikli et j'ai oublié le nom du créateur, Jumba. J'ai oublié le nom de Jumba pour le coup. Elle a fait polémique parce qu'en effet, ils prennent des apparences humaines pour un peu passer en scred au sein de la population, ce qui n'est pas le cas dans le film d'origine, hein, dans le matériau de base. Mais moi, je trouve ça assez sympathique parce que c'est ce truc où, déjà deux, je pense que ce genre de créature, au-delà de Stitch, évidemment, ça doit coûter bonbon à créer. Après, je sais pas, je suis pas dans le milieu. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté, faut qu'ils soient dans la masse. Donc, ils sont pas trop chauds de faire autrement. Personnellement. C'était assez drôle, j'ai bien aimé que Jumba soit... Enfin, il y a ce truc où le Jumba est devenu le grand méchant. Pour le coup. Mais après, non, franchement, je trouve le film... Il y a beaucoup de versions... enfin, les versions live action des films Disney, aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus complets que la version animée, ce qui est logique, parce que des fois, ils durent plus longtemps, donc tu peux te permettre de raconter une histoire qui est vraiment plus complète que ça. Je suis désolée, j'ai eu un cœur. Mais vraiment, on aime ou on n'aime pas les versions live action. De toute façon,
j'ai l'impression que toutes les versions de live action ont avoir des polémiques, ce qui était le cas avec la petite sirène, ce qui était le cas avec Blanche-Neige. J'ai regardé le film Blanche-Neige récemment. Bon, en effet, je comprends un peu certaines polémiques aussi. Évidemment, je ne vais pas rentrer dedans, c'est pas le but de la vidéo. En juin, je suis allée voir le deuxième live action de cette série, pour le coup, enfin, de cette année. C'est Dragon. Alors, je pense qu'on a tous vu au moins un dragon. Moi, j'ai seulement vu des extraits de la version d'origine. Je les ai jamais tous vus en entier. Et sur le coup, j'en ai envie. Ça va être plutôt intéressant. Donc dans ce film-là, on est sur une île, on suit les aventures d'une tribu viking qui chasse les dragons. Et on suit notamment Harold, fils du chef du village, qui lui n'est pas très pour chasser le dragon et qui n'a pas la carrure qui est faite pour chasser le dragon. Leur village est régulièrement attaqué par des dragons. Là où Harold va plus être du genre à vouloir les comprendre. Jusqu'un jour où, après une attaque de dragon, il voit quelque chose, il fait face à face à une furie noire, et il va partir à la chasse de cette espèce de dragon, et il va faire tout simplement copain avec lui, donc c'est Crocon dont on parle, et au fil des différentes épreuves qu'il a pour devenir un vrai chasseur de dragons, en fait il va tout simplement comprendre comment fonctionnent les dragons, et évidemment il y a une autre histoire qui arrive en parallèle, que je vais pas trop vous développer, pour vous faire découvrir les dragons, c'est comment vous les avez jamais vus. Adoré l'ambiance. Alors, j'ai adoré l'ambiance. J'ai franchement, autant pour Lilo et Stitch, j'avais déjà vu le film en version animée. Là, comme je vous ai dit, Dragon, je les ai jamais vus avant. Donc moi, je suis partie sur une totale découverte pour le coup. Et j'ai adoré. C'est vraiment bien fait. Et je crois qu'un truc qui fait que j'ai le plus aimé le film, c'est les musiques. Les musiques qui sont très vikings, qui font très Nord Europe notamment, qui sont tout simplement géniales. En juillet, je suis allée voir Jurassic World Renaissance. Faut savoir une chose, c'est que j'ai déjà vu des extraits, surtout les plus vieux, les deux premiers Jurassic Park, sans les avoir vus. Mais là, vraiment, c'était assez intéressant de découvrir celui-là. Je vais quand même vous lire le résumé parce que c'est vraiment, comment vous dire, ce genre de film qui est un peu complexe à résumer. Donc 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur aire d'origine. Parmi ces créatures différentes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. J'avais beaucoup aimé ce film-là parce qu'en fait, on se trouve à avoir des humains qui cohabitent avec les dinosaures dans la vie de tous les jours. Et évidemment, certaines espèces qui ont été mutées par l'homme, qui ont évolué à cause de l'homme, se retrouvent en effet dans ces fameuses zones. Et donc on a deux groupes, on va se retrouver avec un père qui part traverser l'Atlantique en bateau avec ses enfants et le copain le petit ami de son aîné, sa fille aînée, évidemment, et un groupe de chercheurs et tout, qui vont devoir chercher un remède. Les deux groupes se retrouvent bien malgré eux dans cette histoire. Mais en fait, c'est le fait que ces fameux dinosaures qui sont dans certaines zones équatoriales, en fait, c'est des dinosaures qui ont été mutés par l'humain et qui se retrouvent, par exemple, vous allez avoir des dinosaures qui sont des dinosaures aquatiques à la base, à être des animaux totalement terriens. Et inversement, imagine un T-Rex qui se met à plonger et à nager dans une rivière dans le plus grand des calmes. C'est exactement ça ce qui se passe en fait, et c'est pour ça qu'ils cherchent un remède pour que ces espèces-là ne puissent plus subvenir. J'ai beaucoup aimé, c'est très tendu, on se dit, en fait, malheureusement, cette quête-là n'est pas si simple, même si c'est fait pour l'argent. Pour août, alors, je pense que pour beaucoup, je vais pas trop résumer, mais il faut vraiment connaître. Je suis allée voir dans Jujutsu Kaisen, Trésor caché et mort prématurée. C'est en fait un film qui retrace tout le passé de Gojo. Pour ceux qui ont vu Jujutsu Kaisen, il faut pas avoir vu la série pour en parler parce que c'est un peu plus complexe. En fait, on va suivre le passé d'un des personnages centraux de Jujutsu Kaisen, donc Satoru Gojo, qui est l'un des personnages les préférés de la licence pour beaucoup. Enfin de l'univers Jujika pour beaucoup. J'ai adoré le film. Franchement, en fait, c'est 4 épisodes réunis en un film. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment quasiment fait les 4 épisodes. C'est 4 ou 5 épisodes, je suis en train de douter. D'un coup, sans les génériques qui coupent au plein milieu. C'était super top. Le seul bémol que moi j'ai eu, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait possiblement des plus jeunes qui regardent, mais il y a eu des passages, pas nombreux, qui se retrouvaient
en noir et blanc. Alors là, quand vous êtes habitué à voir le truc en couleur, que vous avez dit, vous voyez le truc en énorme, avec de sublimes couleurs et tout, et d'un coup ça passe en noir et blanc, ça a gâché, je pense, un peu cette image-là. Je peux comprendre qu'avec des plus jeunes, tout ce qui est la profusion de sang, etc. Je veux dire, c'est qu'il y a eu des films où la profusion de sang, elle est énorme, pourtant c'est pas en noir et blanc. Ok, c'est des films qui sont généralement interdits au moins de 16 ans, mais là, le fait que ça soit un animé et tout, je trouve que ça perd son charme. Alors, c'est vraiment une portion, je crois que c'est 1 ou 2% du film. Et encore, je suis hyper mignonne. Mais je veux dire, c'est que quand vous êtes en plein combat où il y a beaucoup de détails, le fait d'avoir passé cette scène-là en noir et blanc, ça a un peu gâché l'ambiance. Bon, après, c'est indépendant de chacun. En septembre, je suis allée voir La Forteresse Infinie, donc le retour d'Akaza. Donc c'est l'un des films Demon Slayer qui va avoir pour but de clôturer la série. Tout simplement, il va y avoir 3 films en lien avec La Forteresse Infinie. Je crois que le prochain sort dans 2 ans. Là, c'était vraiment moi qui suis fan de Demon Slayer. Je suis forcément allée le voir. Il y avait du monde, hein, je vais pas vous mentir, il y avait du monde. Je crois que maintenant, ce film-là a battu tous les records. Elle a même... faut savoir que Le Train de l'Infini, qui était aussi un film Demon Slayer, avait déjà battu des records au cinéma. Mais celui-là, il a battu encore plus des records en termes de vente, d'un nombre de places vendues dans le monde. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas Demon Slayer, on va suivre Tanjiro, dont sa famille a été massacrée par un démon. Lui, il a survécu parce qu'il n'était pas présent. Sa sœur Nezuko est devenue démon, et en fait, de fil en aiguille, il va apprendre l'existence des tueurs de démons, et il va en devenir un, espérer tuer Kibusuji Muzan, qui est le démon originel, et ainsi pouvoir faire en sorte que Nezuko redevienne humaine. Voilà, tout simplement, en gros, pour Demon Slayer. J'avais adoré, c'est qu'il y a un moment, il y avait une petite avec sa mère, elles étaient sorties, je pense, pour la toilette, et là, elles sont retournées après vers la séance. Je suis à mon frère, je le tapote, regarde la gamine, elle est habillée comme Choco. J'ai parlé ça à mon collègue Tania, elle a dit, oh, trop bien. J'ai dit, évidemment, j'ai pas pris la gamine en photo, ce serait irrespectueux, hein, bien sûr. En octobre, je suis allée voir Marche ou crève. On allait le voir avec mon frère. En gros, ce film-là, on est dans un monde un peu dystopique, où les États-Unis avaient fait la guerre, où c'était vraiment dur de se relever. Et pour un peu redynamiser le pays, 50 jeunes sont tirés au sort, un jeune par état. Et en fait, le but, c'est tout simplement de marcher sans s'arrêter, y compris la nuit. Évidemment, à la fin, qu'il n'y en aura qu'un, bien sûr. Alors, évidemment, il y a plus de marcher, ok, mais évidemment, il y a des conditions. Faut pas marcher à une vitesse en dessous de 5 km/h, faut pas s'arrêter. Sinon, vous avez 3 pénalités. C'est quand vous avez une pénalité, juste parce que vous êtes descendu légèrement en dessous ou vous êtes arrêté pour je ne sais quoi, vous avez 1 heure pour effacer votre ardoise. Si par exemple, vous avez 3 pénalités à la suite, bah vous devez marcher 3 heures pour effacer cette pénalité. Au bout de la 3, si tu as tes 3 avertissements, bah si malheureusement t'as rien fait pour effacer ta tête, bah tu passes l'arme à gauche. Et c'est en fait le but, c'est qu'à la fin, évidemment, il ne restera qu'un. Je pense que, alors pour beaucoup, ce résumé va pas là beaucoup, parce qu'il est tiré du livre Marche ou crève de Stephen King, livre que je n'ai pas lu. Je connais pas toute la biographie de King. Vous me dire, oui, mais Marche ou crève, c'est un de ses romans les plus connus. Peut-être, mais à la base, King, c'est parce que moi je lis à la base. Je pense que vous le savez très bien. Mais c'est peut-être un livre que j'ai peut-être l'intention de lire, parce que de ce que j'ai vu de certaines vidéos, la fin n'est pas la même entre le film et le roman, ce qui est normal. Là, on parle du gagnant, entre guillemets, de la marche, qui est notamment changé. Mais le film en lui-même, là, je me concentrerai sur le film. Franchement, au bout d'un moment, mentalement, t'es pas bien. C'est-à-dire que quand t'as le premier mort qui survient, parce que c'est le cas, quand je vous disais, bah, t'as 3 avertissements, t'as pas effacé ta dette, bah, là, on te bute, tout simplement. Faut savoir que c'est un truc qui est retransmis à la télé, pardon. Mais là, quand tu vois le premier mort, moi ça m'a rien fait. Je vous jure, c'est pas une blague. Le premier meurt, mais dans des conditions qui n'avaient pas lieu d'être. Hein. Donc il meurt malheureusement, ça m'a rien fait. Ok, bon, c'est le premier. Mais quand t'arrives à la fin du film, bah là tu sors plus le même discours. Parce que c'est des personnages auxquels on s'attache au fil du temps. Et on se dit, bah non, en fait, c'est pas normal. Évidemment, on se sent pas bien. Au fil du temps que les morts passent, c'était très très dur à regarder. Évidemment,
à tourner la tête tellement que c'est violent, puis c'est très graphique aussi. Mentalement, visuellement, ce fut très dur à la fin. Je pense que c'est un film que je vais juste regarder, si besoin, quand je le pourrais, pour vraiment recomparer avec le roman quand j'aurai lu le roman. C'était tellement dur à regarder. Vers la fin, c'est pas une blague. En novembre, je suis allée voir Insaisissable 3. Alors, j'ai pas vu les deux premiers. Voilà, j'ai pas vu les deux premiers. J'ai juste voulu le résumer parce que je pense que c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas vu les deux premiers comme moi et qu'il faut le résumer. Les cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé. Accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leurs traces, ils vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire. Dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d'une redoutable organisation criminelle. Alors, comme je vous le disais à l'instant, je n'ai pas vu les deux premiers, mais je suis persuadée, et ce que je l'ai déjà entendu, c'était, je sais plus si c'était Télématin, je crois que c'était Télématin, où la chroniqueuse qui a parlé de ce film a dit qu'il n'y avait pas besoin de voir les deux premiers pour suivre, et je suis totalement d'accord. Moi franchement la magie ça me fascine, et là quand on les voit, leur petit tour de magie pour s'échapper et tout, pour essayer de... les petits tours de passe-passe et tout, je leur dis mais comment ils font? Et quand ils expliquent certains tours de passe-passe qu'ils ont fait par exemple, tu dis ah ouais, GG. Mais il y a des trucs où certains tours ils les expliquent pas, et je trouve que comme on dit, un magicien ne dévoile pas ses tours, et ils ont raison de ne pas en dévoiler certains parce que ça cacherait toute la magie. Mais ça, j'ai bien aimé avoir par exemple certains tours de petits passe-passe, c'était vraiment drôle. Mais en effet, le film était très beau en lui-même, c'était vraiment super top à regarder. Et pour le dernier film de 2025 que j'ai vu ce mois-ci en décembre, c'est Five Nights at Freddy's 2. Alors, oui, j'ai vu le 1, bien sûr. J'ai déjà vu des gens y jouer, bien sûr. Mais je connais pas tout le lore. Alors, en gros, les films Five Nights at Freddy's sont basés sur les jeux du même nom. Mais là, on va suivre dans celui-ci, dans le 2, je vous parle du film évidemment. On suit Mike qui va se remettre, qui commence à se remettre doucement des événements qu'il y a eu dans le 1. Donc, en fait, dans le 1, tout simplement, Mike a été embauché comme gardien de nuit dans un restaurant, donc le Freddy Fazbear, qui en fait est abonné depuis des années. Pourquoi dans ce cas-là il est gardien de nuit? En fait, dans ce restaurant, dans une pizzeria, il y a des animatronics qui sont tous ce qu'il y a plus vivant. Donc vous avez Freddy qui est un ours, Bonnie qui est un lapin, Chica qui est un sorte de poussin, et Foxy qui est un renard. Et donc évidemment, en fait, Mike a accepté ce travail parce que ses parents sont décédés quelques années avant. Il élève toute seule sa sœur Abby. Et il est hanté par la mort de son frère quand ils étaient enfants. En fait, quand ils étaient enfants, Mike devait surveiller son frère pendant que ses parents s'absentaient. Sauf qu'il a tourné le dos, son frère a disparu. Il est encore hanté par la disparition de son frère. Donc évidemment, il accepte ce boulot, comme je disais, pour continuer à avoir la garde de sa sœur. Parce que sinon, c'est leur tante qui doit la garder. Cette tante, elle est affreuse. Évidemment, à la surveillance et tout, il va être notamment aidé de Vanessa, qui est une flic qui connaît bien l'endroit. Évidemment, il y a des événements qui vont avoir lieu. Et donc là, dans celui-ci, dans le 2, on est quelques temps, je crois que quelques années ou quelques mois après le premier. Vanessa se remet doucement de ce qui s'est passé dans le 1, de l'emprise que son père avait sur elle. Évidemment, Abby veut retrouver ses amis, enfin les fameuses animatrices dans le 1. Et en fait, de fil en aiguille, Mike va se rendre compte qu'en fait, il était un tout premier Freddy Fazbear qui lui est tenté par un autre animatronique, c'est un peu différent, qui est la marionnette, qui est dans... Les animatroniques sont en fait tentés par les esprits d'enfants qui ont été assassinés par le père de Vanessa. Tout simplement, je suis désolée de vous spoiler comme ça, mais Five Nights at Freddy's, c'est un lore qui est très gros. Et donc, évidemment, Mike va tout faire pour sauver sa sœur de l'emprise de cet animatrix-là qui domine les autres, et notamment des nouvelles versions. Alors, je sais que le résumé, il est pété, comme je vous le raconte, mais c'est vraiment une ambiance qui est... On se dit, c'est vraiment ce truc-là où ça peut détruire une enfance, c'est l'image. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, contrairement au premier, j'ai vu des let's play des jeux Five Nights at Freddy's
notamment Squeezie, mais je connais pas tout le gros lore qui existe. J'ai vu des let's play évidemment, donc évidemment j'étais contente de retrouver dans celui-ci un peu plus de bagages que vis-à-vis du matériau de base qui sont les jeux. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, il y a beaucoup de tension, ça paraît pas très calme, très chiant, très gnangnan celui-là, mais je trouve que vraiment il y a une esthétique qui est plutôt sympathique dedans. C'était vraiment un film sympa, que comme le premier, j'aimerais bien revoir. Là-dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute là-dessus. Ma vidéo sur mes films vus au cinéma en 2025 est terminée, j'espère que ça vous a plu. Désolée si ça ne sont pas grand chose, mais c'est très dur d'en dévoiler sans trop vous spoiler, vraiment de vous donner un avis concis, juste de vous dire à peu près ce que j'ai vu, ce que j'en ai pensé et de quoi ça parle. Je sais que c'est long de la lecture, mais moi j'aime bien le cinéma, c'est une autre manière, pour moi le cinéma c'est une autre manière de raconter des histoires que via les livres. Certes, il y a des romans qui sont basés, des films qui sont basés sur les romans comme Marche ou Crève, mais ça permet, je pense, de découvrir des histoires autrement et peut-être aussi également de donner envie à certains. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine et bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.